Au milieu des années 90, mon frère a commencé l'université comme le garçon typique qui aime les sports et les filles. La politique ne l'intéressait pas. Il n'était pas intéressé par les drogues. Et tout. Ce qui comptait pour lui, c'était le football, les fêtes et peut-être obtenir un diplôme en administration des affaires à la fin. Mais juste à la fin de sa 3e année, il a rencontré une fille. Je me souviens de l'été où cela s'est produit parce qu'il a simplement disparu de la carte pendant un moment. Plus tard, il s'est avéré qu'il restait chez le beau-père de sa nouvelle petite amie, mais il ne s'est pas donné la peine d'informer qui que ce soit. Cela a beaucoup contrarié notre mère, ce qui a fâché papa et cela a créé un grand désordre quand mon frère est finalement rentré à la maison, parce qu'apparemment il agissait de manière étrange et renfermée. Et tout ça. Cela a marqué un grand changement pour lui et, pour sa dernière année, mon frère était presque tout le contraire de ce qu'il était en première année. Il était très intéressé par la politique. Il s'appelait lui-même un psychonaute et ne se séparait jamais de sa nouvelle petite amie, qui était en partie responsable de son changement total de personnalité. La suite que nous avons su, c'est que mon frère a abandonné l'université juste 2 mois avant d'obtenir son diplôme. Il a dit qu'il ne voulait pas d'un morceau de papier stupide et que, c'est la ligne qui a effrayé ma mère, il n'en aurait pas besoin là où il allait. Maman a demandé quel était cet endroit, mais mon frère a refusé de dire. Puis, après un peu plus de cris de papa, il a raccroché. C'était la dernière fois que nous verrions ou entendrions parler de mon frère pendant presque un an entier. Puis, juste quand nous avons commencé à penser que nous pourrions ne plus jamais le revoir, qui d'autre apparaît pour assombrir notre porte que mon frère perdu depuis longtemps? C'était un moment heureux. C'était incroyable de l'avoir à la maison, mais c'était aussi un moment triste parce qu'il est revenu complètement brisé. Il avait beaucoup perdu du poids. Il semblait avoir vieilli de 10 ans et était totalement consumé. C'était vraiment effrayant de le voir. Mais alors, où avait-il été tout ce temps et que faisait-il? On m'a tenu dans l'ignorance à ce sujet pendant très longtemps. Maman et papa disaient seulement qu'il avait traversé une période difficile en Oregon et qu'il avait juste besoin de temps pour récupérer. J'avais presque 20 ans, assez vieux pour savoir qu'il valait mieux ne pas poser de questions délicates, mais j'étais quand même curieux. Il lui a fallu quelques mois avant de finalement me dire ce qui s'était passé. Il y avait eu des indices ici et là, mais je n'ai jamais entendu l'histoire complète, pas avant de le surprendre avec une bière froide sur le porche une nuit, bien après que maman et papa étaient allés se coucher. Une de ces règles était que s'il allait vivre à nouveau dans leur maison, il devait être sobre. Mais après quelques mois, il a finalement craqué et a décidé de profiter de quelques bières tranquilles tout seul. Il m'a dit qu'il m'en donnerait une si je restais tranquille. Puis, plus il buvait de bière, moins il se sentait inhibé par certaines questions brûlantes. Puis, enfin, au milieu de ma 2e canette, je lui ai finalement demandé ce qui s'était passé en Oregon, et, après avoir rassemblé ses pensées pendant un moment, il a commencé l'histoire. C'était juste autour des fêtes pendant sa dernière année, lorsque mon frère et sa petite amie, que nous appellerons simplement Mia, ont entendu parler de ce projet de vie communautaire dans l'Oregon rural. Ils s'appelaient eux-mêmes la coopérative Yochuko, et, avec le nouveau millénaire qui approchait, ils allaient montrer la voie en termes de vie éthique et durable. Ils fabriquaient des artisanats qu'ils vendaient ensuite sur de petits marchés en ville, ce qui leur permettait d'acheter ce qu'ils ne pouvaient pas glaner, chasser ou fabriquer eux-mêmes. Mais à part ça, il n'y avait pas d'argent, ni de possession personnelle, c'était une vie communautaire totale, et mon frère et sa petite amie voulaient en faire partie. Ils allaient initialement attendre d'être diplômés avant de voyager là-bas, mais après avoir pris contact avec quelqu'un basé dans la coopérative, on leur a dit que c'était maintenant ou jamais. 1999 était juste au coin de la rue, et cela signifiait que la coopérative était sur le point de passer à la vitesse supérieure en termes de déclaration de mission. Le recrutement augmentait, la productivité était en hausse, et si mon frère et sa petite amie n'arrivaient pas là-bas avant la fin du printemps, il y avait une possibilité qu'il n'y ait plus de place pour eux. Cela leur a vraiment vendu l'idée d'une communauté bien organisée et bien dirigée, et c'est ce qui leur a fait penser que cela pourrait être un endroit où ils pourraient vraiment commencer une vie pour eux-mêmes. Mais ils se trompaient tellement à ce sujet. Quand mon frère a appelé pour dire à ses parents qu'il quittait l'école, il avait en fait l'intention de leur dire où il allait.
Il n'a jamais voulu énerver ni décevoir personne, mais quand mon père a mal réagi à toute l'affaire de quitter l'université, il a essentiellement pensé « va te faire foutre » et ne leur a pas dit où il allait. C'est aussi ce qui l'a empêché de nous contacter quand les choses ont commencé à mal tourner à la coopérative. Il ne croyait pas que maman ou papa voulaient avoir de ses nouvelles. Je suppose que c'était en partie par fierté aussi, et le regret de ne pas avoir communiqué était encore quelque chose qui lui causait vraiment de la culpabilité, même de nombreuses années plus tard. Et donc ils sont partis pour l'Oregon avec cette attitude réelle de « c'est notre vie maintenant, et nous ne reviendrons jamais ». Ils arrivent donc à Portland, où ils rencontrent le contact qui les avait recrutés, puis après une brève orientation, ils sont conduits en voiture dans un campement forestier, au milieu de nulle part, où ils trouvent un groupe de personnes vivant presque totalement hors réseau. Tout l'argent qu'ils gagnaient allait à des médicaments et tout le reste était obtenu par jardinage, glanage ou chasse. Personne ne désirait rien, parce que quelqu'un d'autre partagerait simplement le sien, et honnêtement, d'après la façon dont il a décrit ses premiers mois de vie là-bas, cela ne semblait pas si mal. Le groupe avait comme 3 leaders différents, ainsi qu'un conseil. Donc il n'y avait pas un seul messie que tout le monde suivait comme un Manson ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de drapeau rouge immédiat, c'est ce que j'essaie de dire. Et loin de là, cela semblait en fait être un endroit vraiment cool au début. Mais ensuite, quelques mois plus tard, les choses ont commencé à devenir étranges. À mesure que le changement de millénaire approchait, le groupe recevait plus d'intérêt de la part de recrues potentielles. Cela peut sembler fou rétrospectivement, mais à l'époque, les gens avaient vraiment peur du changement de millénaire. C'était appelé I2K, et c'était une théorie très populaire sur Internet quand il était encore dans son enfance. La théorie disait que, et ne me citez pas là-dessus, mais quand toutes les horloges numériques passeraient de 1999 à tous les zéros, les ordinateurs se bloqueraient, les avions tomberaient du ciel. Vous avez l'idée. Il s'est avéré être un tas de conneries. Mais à l'approche de cela, beaucoup de gens, autrement très rationnels, ont commencé à croire au battage médiatique. Puis, à cause de cela, le recrutement pour le groupe a grimpé en flèche en très peu de temps. Des professionnels de la classe moyenne et aisée avaient des crises de nerfs, donnaient tout leur argent au conseil du groupe, puis vivaient comme des hommes des cavernes dans une grande tente. Le groupe a également attiré un autre type de personnes, des personnes ayant des antécédents de toxicomanie. Bien que la grande majorité étaient de bonnes personnes qui avaient besoin d'une façon différente de vivre, il y avait définitivement quelques pommes pourries là aussi. Avant la grande affluence de nouvelles personnes, personne ne volait, il n'y avait pas de violence, et même s'il y avait beaucoup de consommation de marijuana et de champignons, et des choses comme ça, il n'y avait jamais eu de consommation de drogue dure. Et cela a changé très rapidement. Étant donné que les gens étaient libres d'aller et venir à leur guise, certaines personnes retournaient en ville, obtenaient des drogues, puis faisaient simplement de l'autostop pour retourner à la coopérative afin de pouvoir manger gratuitement tout en fumant du crack, ou quoi que ce soit qu'ils faisaient. Ils ne faisaient jamais aucun travail non plus, ce qui était un problème bien plus grand que leur consommation de drogue de loin. Cela a fini avec un tas de gens étant expulsés, mais au lieu de partir, cela devenait violent, et les pommes pourries ne reculaient que sous la menace d'une arme. Après qu'ils soient partis, cependant, beaucoup de gens avaient peur que les pommes pourries reviennent, et ils avaient raison d'avoir peur, parce qu'ils l'ont fait. Une nuit, un incendie dans une tente a envoyé 2 personnes à l'hôpital. Aucun d'eux ne fumait. Il n'y avait pas de flammes nues, et les marques de brûlure sur le sol de la forêt à l'extérieur suggéraient que le feu avait été allumé de l'extérieur avec une sorte d'accélérateur. Ce n'était pas un accident, c'était un incendie criminel délibéré, peut-être par l'un des anciens membres expulsés. Les gens étaient vraiment en colère. Certains voulaient appeler la police, d'autres voulaient les poursuivre et rendre justice eux-mêmes. Le conseil de la coopérative était tout aussi divisé et n'était d'accord que sur une chose. Les autorités locales ne seraient contactées sous aucune circonstance. Il a également été décidé par un vote de 5 contre 2 qu'il n'y aurait aucun type de représailles proactives, principalement pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus. Personne ne voulait donner à la police une raison de se présenter et de gâcher la fête, et très probablement, un tas de toxicomanes n'allait pas exactement courir vers les flics. L'opinion du conseil était que le meilleur cours d'action serait de poster des gardes armés autour de la coopérative. De cette façon, tout intrus, comme vous pourriez les appeler,
pourrait être tenu à distance sans risquer la sécurité générale de la coopérative en révélant sa position. Vous devez garder à l'esprit que ces personnes n'étaient pas censées être là, simplement vivant au milieu de la forêt, et la coopérative avait tellement grandi que personne ne voulait avoir à y renoncer. La sécurité et la sûreté étaient absolument primordiales, et rien d'autre n'importait. Pour couvrir tout le périmètre du camp, presque toutes les armes et tous les chasseurs expérimentés devaient être transférés de la chasse réelle à la sécurité de la coopérative. Cela signifiait que moins de nourriture arrivait à la coopérative, ce qui signifiait que les gens devenaient de plus en plus affamés, et finalement, les gens ont commencé à se voler entre eux. Puis, lorsque les gens ont commencé à se voler entre eux, la violence a augmenté de 100% en un laps de temps terrifiantement court. Les gens étaient rebattus, un type s'était fait casser le nez, une autre fille avait été poignardée avec une petite fourche de jardinage. Les médicaments ont également commencé à disparaître, toutes sortes de choses, mais principalement des pilules contre la douleur. Et cela signifiait qu'un tas de gens affamés et anxieux devenaient encore plus craintifs et effrayés. Puis, juste au moment où il semblait que les choses commençaient à s'améliorer, une fille que nous appellerons Amber a disparu. Mon frère a dit qu'elle avait laissé toutes ses affaires derrière elle, avait simplement disparu une nuit et n'avait plus jamais été revue. Naturellement, les gens étaient inquiets. Les gens avaient déjà commencé à partir, mais personne n'avait jamais laissé toutes ses affaires derrière lui comme ça. Évidemment, les gens ont commencé à s'inquiéter vraiment pour elle. Les jours passaient, les gens sortaient pour la chercher, et c'est alors qu'ils ont trouvé l'un des types qu'ils avaient expulsés vivant là tout seul, vivant de la nourriture qui provenait clairement des magasins de la coopérative. Je lui ai demandé à mon frère comment il savait cela, et il a dit que c'était par la marque. Soit il l'avait obtenu des magasins, soit il l'avait obtenu de Dam North Carolina, ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup dans l'Ouest, disons. Mais alors, ce qui a vraiment mis les gens en colère d'une manière incroyablement en colère, c'était le fait que le type avait un morceau de vêtement de la fille disparu en sa possession. Mon frère a dit qu'il n'a jamais été vraiment clair ce que c'était ou comment il en était venu à le posséder, mais que les rumeurs étaient assez désagréables. Certains ont suggéré qu'il l'avait tué et pris les vêtements comme un trophée, et autant le type le niait, personne ne semblait le croire. Les gens qui l'ont trouvé ont essayé de le ramener à la coopérative, mais dans la lutte, le type a sorti un couteau puis a poignardé l'un d'eux. Ils ont dû battre ce type juste pour le soumettre, et l'homme blessé a été emmené à l'hôpital avec la promesse qu'il ne dirait jamais à personne où se trouvait la coopérative, ni qui l'avait poignardé. Et cette dernière partie est devenue vraiment importante. Mon frère a dit que quelques-uns des membres choisis de l'équipe de sécurité de la coopérative ont commencé à interroger le type, lui demandant où se trouvait la fille disparue et pourquoi il avait ses vêtements. Ils l'ont vendu à la coopérative comme une enquête, mais ils savaient que c'était de la torture. Ils savaient parce qu'ils pouvaient l'entendre crier à travers les arbres. L'équipe avait essayé de l'emmener le plus loin possible de la coopérative, mais par une journée calme et sombre, ils pouvaient encore entendre ses faibles cris de miséricorde, alors que l'équipe de sécurité le torturait. Aussi brutal que cela puisse paraître, beaucoup de gens de la coopérative ne s'en souciaient tout simplement pas. Même si le type n'avait rien à voir avec la disparition d'Amber, il y avait une possibilité qu'il soit impliqué dans l'attaque incendiaire, quelque chose pour lequel la coopérative voulait encore se venger. Même certains des membres les plus civilisés de la coopérative n'ont pas condamné ce qui se passait. Ils étaient tellement usés par des semaines de privation. Si quelqu'un avait besoin d'être blessé pour garder la coopérative en sécurité, que ce soit ainsi. Puis vint le matin où tout le monde fut réveillé de ses tentes ou abris et convoqué à ceux qui servaient de place du village de la coopérative. Là se trouvait le prisonnier, attaché à un arbre, battu jusqu'à être ensanglanté, mais encore vivant. L'un des dirigeants de la coopérative et apparemment le plus belliqueux du groupe, dit à la foule rassemblée que le type avait avoué avoir tué Amber, mais refusait de dire ce qu'il avait fait du corps. C'était assez évident que le type leur aurait dit n'importe quoi qu'il demandait, juste pour que la torture s'arrête. Alors, juste là, devant tout le monde, le membre du conseil a annoncé que l'assassin d'Amber avait été condamné à mort et que son exécution servirait d'avertissement à la fois pour ceux de l'intérieur et de l'extérieur de la colonie. Mon frère a dit que c'était presque impossible à croire qu'il y avait une partie de lui qui pensait que ce serait comme une exécution simulée.
Il avait rejoint la coopérative parce que le leadership était composé de certaines des personnes les plus aimables et douces qui existaient. Mais là, 1 an plus tard, l'expérience les avait transformés presque complètement. Mon frère n'a jamais cru qu'ils étaient capables de quelque chose d'aussi horrible. Seulement ils l'étaient, et après que le peloton d'exécution ait pris position, visé et tiré, le prisonnier s'est effondré avant que ses vêtements ne commencent à se tremper avec le sang qui jaillissait de sa poitrine. Mon frère n'était pas le seul à penser que tout cela n'était qu'une sorte de théâtre brutal. Des cris surgirent de la foule lorsque les coups de feu retentirent, et certains commencèrent à pleurer lorsqu'ils réalisèrent combien la coopérative était tombée. Après cela, les gens ont commencé à partir au milieu de la nuit, simplement en emballant leurs affaires et en disparaissant en plus grand nombre qu'auparavant. Il est arrivé au point où certains membres de la coopérative leur disaient qu'ils étaient des membres principaux, ce qui était un code pour dire qu'ils n'étaient pas autorisés à partir. Heureusement, mon frère et sa petite amie étaient sur la liste, mais ils sont quand même partis sous prétexte qu'ils allaient en ville chercher des médicaments pour que cela paraisse plus crédible. Ils ont laissé toutes leurs affaires derrière eux, tout, puis ont marché vers une route voisine et sont allés rester chez de vieux amis à Paris. Quelques semaines passèrent, tout était calme. Alors la petite amie de mon frère pensa qu'ils pourraient retourner chercher certaines de leurs affaires, si elles n'avaient pas déjà été appropriées par le reste de la coopérative. Il la traita de folle, refusa d'y aller et la supplia de ne pas y aller non plus. Comme je viens de le dire, il y avait essentiellement 0 chance qu'elle récupère quoi que ce soit de ses affaires, même les choses de valeur sentimentale. Mais elle insista pour y aller seule, même malgré tous les avertissements de mon frère. Il pensait qu'il la blesserait, ou qu'il la convaincrait d'une manière ou d'une autre de rester. Alors quand elle n'est pas revenue à Paris quand elle a dit qu'elle le ferait, il a commencé à s'inquiéter. Puis, à un moment donné le lendemain, il voit un reportage sur un incendie de forêt, et comment les pompiers avaient trouvé 3 ou 4 corps carbonisés près de CE qui semblait être un lieu de camping improvisé. Toute la coopérative, ou CE qu'il en restait, avait été prise dans un incendie de forêt, qu'il soit délibéré ou naturel, et soit Mia, la petite amie de mon frère, avait été prise dedans. Soit elle avait décidé d'abandonner simplement et de rompre une relation à long terme, comme si elle était un parent irresponsable qui sortait acheter des cigarettes. Les gens avec qui mon frère avait séjourné n'étaient pas exactement ses amis. Il n'était donc pas le bienvenu là-bas longtemps, après que Mia n'était pas revenue. Et c'est alors qu'il a jeté l'éponge et est rentré à Lyon totalement épuisé. Je suppose que pour beaucoup de gens, l'histoire de mon frère est l'une des plus folles qu'ils aient entendues. Et j'ai eu des gens qui ont remis en question si cela s'était vraiment produit. Nous n'avons vu aucune photo de la coopérative, nous n'avons pas rencontré Mia et j'admets que personne ne sait vraiment où il était, ni ce qu'il faisait pendant cette année où mon frère a disparu. Mais je crois qu'il a vécu hors réseau et je crois qu'il a vu des choses très dures là-bas aussi. Parce qu'encore après tout, ce temps, même après toute l'amélioration qu'il a faite, il n'est toujours pas tout à fait le même garçon qui est parti en Oregon il y a toutes ces années. Je sais qu'aucun homme ni aucun âge n'est aussi plein de vie qu'il l'était autrefois. Mais si vous aviez vu mon frère le jour où il a commencé l'université par rapport au jour où il est revenu d'Oregon, vous l'auriez vu dans ses yeux. Il avait traversé l'enfer et cela lui avait enlevé quelque chose. Je pense que l'une des affaires les plus troublantes sur lesquelles j'ai travaillé en tant que détective concernait un suspect que nous n'avons tout simplement pas pu retrouver, peu importe combien nous avons essayé. Cela malgré quelques images très claires de caméras de sécurité de notre suspect. Il correspondait exactement à la description que nous avions reçue et nous avons rapidement mobilisé une équipe de spécialistes médico-légaux pour tenter d'obtenir une empreinte digitale utilisable. Nous avons obtenu une empreinte que nous pensions être celle de notre suspect, mais en la comparant aux bases de données étatiques et fédérales, nous n'avons obtenu aucune correspondance. Puisque notre victime avait mentionné de la graisse sous les ongles de son agresseur, nous avons également montré l'image de l'homme à chaque mécanicien et atelier mécanique dans la région Tri-Comté, mais encore une fois sans succès. L'homme payait en espèces lors de ces transactions et, selon nos informations, il ne possédait aucun type de véhicule. En tout point, cet homme vivait complètement hors réseau, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, posait un énorme problème pour nous. Les techniques d'investigation numérique sont fondamentalement le pilier de la police de nos jours, que ce soit en suivant l'utilisation des cartes de crédit ou de débit,
en reconnaissant les plaques d'immatriculation sur les autoroutes principales, ou en cartographiant les mouvements d'un suspect à l'aide des signaux des tours de téléphonie mobile. Les jours où nous comptions uniquement sur les déclarations de témoins et les empreintes digitales sont révolus. Certes, l'ADN est également un facteur important, mais pouvoir prouver quand et pourquoi une personne se trouvait à un endroit particulier est la manière d'obtenir ces coups de justice qui garantissent presque de mettre les méchants en prison, généralement pour le plus longtemps possible. Mais comme je l'ai déjà dit, nous n'avions rien de tout cela avec ce type, juste une image approximative de lui avec des lunettes de soleil et une barbe que personne ne semblait reconnaître. Quelques semaines plus tard, nous avons eu une autre victime qui a raconté presque la même histoire que la première, mais avec une description physique drastiquement différente. Nous savions que c'était le même homme. Il disait les mêmes choses à la victime, agissait de la même manière avant et après l'attaque. Il avait même le même accent que notre suspect. Mais sans moyen de traquer l'homme et de le menotter, il était libre d'opérer avec presque une impunité totale. Et s'il continuait au rythme actuel, nous envisagions des douzaines d'agressions séparées qui se produiraient dans les mois à venir. C'était une situation terrifiante à vivre en tant que policier. Un acte perpétré par quelqu'un d'intelligent et de motivé, et je n'avais pas la moindre idée de comment reprendre sa piste. Finalement, ce fut pure chance qui nous conduisit à notre homme. La police locale a reçu un appel concernant une maison abandonnée dans l'un des quartiers les plus pauvres, un grand bâtiment ancien qui était en ruine depuis des années. Un des voisins a dit que quelqu'un avait vécu là pendant pas mal de temps et qu'il l'avait vu entrer et sortir à plusieurs reprises. Il agissait toujours de manière très étrange et, puisque l'appelant avait vu l'un des nombreux appels à informations que nous avions publiés, ils ont décidé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Il s'avère que l'endroit avait fait l'objet d'un autre rapport quelques semaines auparavant, mais celui-ci avait été complètement ignoré. L'appel provenait de quelqu'un qui semblait visiblement perturbé et affirmait que la maison était hantée par quelque chose de vorace. L'opérateur a enregistré l'appel mais n'a envoyé aucune unité en raison de l'état apparent de la personne. Lorsqu'on a contacté pour un interrogatoire, la vieille dame dont nous supposons que l'appel provenait a affirmé n'avoir aucun souvenir de celui-ci. Il n'est toujours pas clair comment l'appel est lié à l'affaire, mais nous ne pouvons que supposer que oui. Quoi qu'il en soit, après le second appel, une paire d'officiers en uniforme a été dépêchée pour enquêter et à leur arrivée, ils ont commencé à fouiller la maison en ruine. Ils ont fouillé le rez-de-chaussée et les étages supérieurs et n'ont rien trouvé. Mais en sortant, ils ont découvert une entrée menant à un sous-sol, dissimulée par une vieille commode. Ils l'ont déplacée, ont ouvert la porte, sont descendus dans le sous-sol où ils l'ont trouvée. Il y avait 2 pièces là-bas, l'une semblait être remplie de détritus et l'autre était manifestement une chambre noire, vous savez, le type que les photographes à l'ancienne devaient utiliser. Quelqu'un avait installé un tas de lanternes alimentées par batterie, chacune avec des filtres rouges, et suspendues à une série de cordes à linge, il y avait des photographies d'au moins une douzaine de femmes différentes. 2 ont été confirmées plus tard comme étant nos victimes, mais à ce moment-là, les officiers n'avaient aucune idée de l'importance de leur découverte. Évidemment, il n'est pas illégal de conserver une chambre noire, donc nos 2 officiers en uniforme ne se sont pas exactement empressés de rapporter, mais avant de partir, ils ont pensé qu'il serait mieux de chercher dans l'autre pièce du sous-sol, celle qui contenait tous les détritus. Et c'est là qu'ils trouvent un vieux réfrigérateur, le genre vraiment haut et profond conçu pour nourrir de plus grandes familles suburbaines. Il n'avait rien d'inhabituel parmi les autres vieux détritus là-bas, mais quelque chose a attiré l'attention d'un des officiers lors de la fouille. Quelqu'un avait percé ou foré des trous dans les portes du réfrigérateur. L'officier s'est approché, a examiné l'unité un moment, puis a ouvert la porte. Quelques secondes plus tard, ils appelaient un tas d'autres unités de police et médicales. L'opérateur disant plus tard que l'officier en question semblait hors de lui de peur. À l'intérieur du réfrigérateur, l'officier avait trouvé une fille de 11 ans. Celui qui l'avait mise là avait attaché ses mains et ses pieds, l'avait bâillonnée puis l'avait enfermée sans accès à la nourriture ou à l'eau, et Dieu seul sait combien de temps jusqu'à ce que... Quand on lui a demandé, la fille n'avait aucune idée combien de temps elle avait été captive, mais elle a pu diriger les officiers à la fois vers les lieux où elle avait été kidnappée et vers la maison de ses parents. Étonnamment, aucun des parents n'était même conscient que leur fille avait disparu, croyant qu'elle était chez une amie. Le CPS s'est impliqué à une date ultérieure, et c'est une autre histoire complète.
Je suppose qu'une fois que nous avons confirmé que la maison était la résidence, ou du moins une résidence, de notre suspect, nous avons établi une équipe de surveillance qui comprenait 2 officiers en civil travaillant par roulement. Nous étions assez sûrs que le gars reviendrait à la maison à un moment donné, mais il ne l'a pas fait, et nous avons surveillé l'endroit pendant toute une semaine. Mais pas une seule personne correspondant à la description de notre suspect n'a approché la maison. À la fin, nous avons dû rappeler l'équipe de surveillance pour travailler sur d'autres affaires, et c'est là que l'affaire commence vraiment à me terrifier. Pour ma part, j'étais tellement sûr que nous l'avions, mais soit nous avons eu une malchance extrême, soit il était dans le quartier au moment où sa jeune prisonnière a été trouvée, ou l'une des 2 réalités est vraie. Soit notre suspect travaillait en concert avec un autre criminel, soit le suspect était, ou est toujours, un officier de police en activité. Nous avons eu quelques gars qui ont pris leur retraite, ou qui ont quitté le département au cours de l'année ou plus suivante, mais aucun qui me plaisait vraiment pour être notre suspect. Il n'y avait pas non plus un seul officier dont le temps libre coïncidait avec les 2 attaques, ceux qui alimentaient ma théorie du double suspect, mais sans preuve sérieuse. Faire une accusation contre un collègue officier serait une perte totale de temps. Des années ont passé maintenant et celui qui a attaqué nos 2 victimes avant de kidnapper la 3e n'a toujours pas été traduit en justice. Je pense que nous avons affaire à un criminel sophistiqué et non impulsif qui avait commis au moins une demi-douzaine d'attaques avant celles que nous avons traitées. Je n'ai également aucun doute dans mon esprit que, sauf certaines variables inconnues, il continue à soumettre de jeunes femmes innocentes à des épreuves dont elles pourraient ne jamais se remettre complètement. Je ne peux qu'espérer que ce n'est pas le cas, mais s'il est aussi compulsif que je le pense, cet homme a jeté toute sa vie pour vivre complètement hors réseau, afin de pouvoir continuer à se livrer à ses déplorables impulsions prédatrices. Je m'appelle Lyle Birkin et j'ai entendu parler de votre chaîne YouTube par une amie. Elle m'a dit que vous faisiez des vidéos sur de nombreux mystères non résolus et que vous aviez une grande audience qui s'impliquait personnellement dans les histoires que vous racontez. Eh bien, si c'est vrai, alors j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Mon histoire est ancienne et n'intéresse plus beaucoup les gens, mais si vous pouvez m'aider à diffuser un peu le mot et à raviver un peu l'intérêt pour elle, je pense que vous et vos spectateurs pourriez finalement résoudre un mystère ancien et très douloureux pour moi. Voyez-vous, en 1989, mon jeune frère Jordi a eu une dépression nerveuse. Sa femme a gagné à un jeu de grattage, puis a fait rédiger des documents de divorce infaillibles avant même d'encaisser son prix. En raison des lois de l'État à cette époque, son statut de chômeur lui donnait droit à plus de la moitié de leurs biens matériels. Ensuite, son avocate en divorce de la côte ouest a présenté des preuves exagérées de sa consommation d'alcool devant le tribunal familial et a également pris les enfants. Jordi a ensuite embauché ses propres avocats pour tenter de révoquer la décision du tribunal, dépensant presque chaque centime qui lui restait dans le processus. L'essai a échoué, et après cela, il a été complètement ruiné et a passé quelques longs mois à dépérir dans notre chambre d'amis. Je me souviens qu'à un moment, ma fille aînée a demandé à ma femme « Maman, que fait l'oncle Jordi ?» Ma femme a répondu « L'oncle Jordi est là-haut en train de se laisser pousser la barbe, chérie. Et il vaut mieux le laisser seul pendant qu'il le fait. » Honnêtement, cela résume assez bien la situation pendant un moment, jusqu'à ce qu'un jour Jordi semble commencer à aller mieux. Initialement, je n'ai pas posé de questions, j'étais trop heureux de voir une amélioration, mais avec le temps, j'ai commencé à me demander quelle avait été sa médecine miraculeuse, au cas où j'en aurais besoin à l'avenir. Quand je lui ai demandé quel était son secret, il m'a dit sans une once d'ironie « L'année prochaine, nous serons millionnaires. » Naturellement, je voulais savoir quel type de plan il tramait, et c'est alors qu'il m'a entraîné dans le plus grand de tous les terriers de lapin pour devenir riche rapidement. Pour aider à clarifier son esprit, Jordi avait commencé à faire des visites quotidiennes à la bibliothèque locale. Il disait qu'il aimait le calme, et je supposais que c'était simplement une partie de sa nouvelle routine sobre. Mais plus il lisait, plus il apprenait et, après un moment, il a commencé à devenir obsédé par quelque chose. Je me souviens qu'il m'a emmené dans notre chambre d'amis pour me montrer une pile de cartes et de livres de géologie. Son explication était maniaque et quelque peu fragmentée, et il a utilisé de nombreux termes comme ligne lait et plaques tectoniques, et d'autres termes vraiment étranges comme essence vibratoire. Je pense qu'il m'a perdu après une dizaine de secondes de conversation, et je lui ai donné encore 1 minute de plus avant de l'interrompre.
Il a admis qu'il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait ni où cela se trouvait. Tout ce qu'il savait, c'est que c'était quelque part dans l'est de l'Arizona, près de la réserve Apache de San Carlos. Dire que j'étais partagé serait un euphémisme. D'une part, mon frère était clairement obsédé par une folle chasse au trésor de chapeaux en aluminium, tandis que d'autre part, le focus qu'il y mettait l'aidait à aller mieux. Il prenait des douches tous les jours, avait arrêté de boire, sortait et faisait de l'exercice. Pourquoi voudrais-je interférer avec cela? J'ai supposé que le mieux était simplement de le laisser s'amuser, de le surveiller et de voir comment tout se développait. Les choses ont continué ainsi pendant un moment jusqu'à ce qu'un matin, j'ai demandé à ma fille d'aller réveiller l'oncle Jordi pour lui dire que le petit déjeuner était prêt. Quelques minutes plus tard, elle est revenue dans la cuisine et m'a dit qu'il était parti. Sa chambre était vide. Tout ce qu'il restait de lui était une note manuscrite qu'il avait laissée sur la commode disant « Je suis parti en Arizona. J'appellerai quand nous serons riches. » C'était le 12 juin 1989, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon frère Jordi. Comme il n'avait laissé aucun moyen de le contacter, et que nous n'étions toujours pas tout à fait sûrs de son bien-être mental, je l'ai signalé comme disparu en Virginie et en Arizona. Je leur ai même dit que Jordi était presque certainement quelque part près de San Carlos, mais ni la police d'État ni la police locale ne l'ont jamais trouvé. Vers la fin de 89, les forces de l'ordre avaient presque abandonné la recherche de mon frère, et, à part quelques bénévoles civils, personne d'autre ne le cherchait. Je savais que je devais prendre les choses en main, mais il n'y avait aucun moyen au monde que je puisse le trouver seul. Nos parents nous avaient fait rejoindre les scouts quand nous étions enfants, et il avait excellé dans cela. Pas moi. J'aurais besoin d'une aide sérieuse, et c'est alors que M. Carter Hamilton s'est proposé d'offrir son aide. Voyez-vous, Hamilton se proclamait un grand expert en plein air, selon ce qu'il m'a dit, et il se spécialisait dans le suivi des personnes disparues dans des terrains montagneux et boisés. Il avait travaillé avec plusieurs départements de police à travers le pays, et avait aidé à clore un ou deux de ces cas ouverts dans le processus. Alors je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation. C'était un type très direct cependant, et il m'a dit qu'il travaillerait une semaine gratuitement avant de demander un paiement. S'il ne pouvait pas trouver Jordi d'ici là, alors il n'était pas dans la zone, donc même si Jordi n'était pas trouvé, nous pourrions au moins éliminer San Carlos comme zone de recherche. J'ai accepté son offre, le remerciant du fond du cœur, et quand j'ai annoncé la nouvelle à ma femme, elle s'est effondrée en larmes de gratitude. Quand M. Hamilton est arrivé en Arizona, c'était début février et ma femme et moi avions été dans un état de panique pendant près de 8 mois. Nous étions émotionnellement et physiquement épuisés, et notre résolution s'effritait très rapidement. Si Jordi voulait être trouvé, il aurait déjà été trouvé, a dit ma femme une fois. Et à bien des égards, elle avait raison, mais c'était aussi sa façon de dire qu'il y avait une bonne chance que Jordi ne soit plus parmi nous. C'était une pensée que je ne pouvais pas supporter d'entretenir, étant donné que les derniers mots que je lui avais dits étaient quelque chose comme « trouve un travail ». J'ai prié pour qu'il soit trouvé, afin de ne pas avoir à passer le reste de ma vie à savoir que j'avais manqué l'occasion de dire au revoir. En seulement quelques jours, nous avons reçu un appel de M. Hamilton et, bien que nous étions prêts au pire, il semblait optimiste. En plus de marcher dans les collines environnantes, M. Hamilton avait parcouru les villes et les fermes voisines en montrant la photo de Jordi dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse et, croyez-le ou non, une personne l'a fait. Une caissière à temps partiel dans une petite quincaillerie a dit qu'elle était presque sûre qu'il était passé là pour prendre quelques fournitures de construction. Après avoir fouillé dans leurs reçus, ils ont produit des preuves que Jordi avait acheté un tas de planches de 2 par 4, des poutres de treillis, des batteries, des lanternes, du béton et le genre de masque respiratoire lourd que les peintres utilisent parfois. Az a fini par demander au gérant du magasin ce qu'un homme pourrait faire avec des matériaux comme ceux-là, et après y avoir réfléchi pendant à peine 2 secondes, le gérant a répondu « soit un sous-sol, soit un tunnel, l'un ou l'autre ». Soudain, il est devenu clair que nous avions cherché au mauvais endroit. La région autour de la vallée de San Carlos est hautement irriguée avec du sable et du calcaire qui aurait rendu l'excavation d'un tunnel un effort colossal. Cependant, le terrain plus au nord, près du mont Baldi, est beaucoup plus adapté à l'excavation. M. Hamilton nous a demandé de lui donner quelques jours de plus pour parcourir la montagne, et bien sûr, nous avons accepté. Puis, quelques jours plus tard, il nous a appelés. Il avait trouvé un campement bien camouflé dans les pins près du mont Baldi,
Il était dans une région qui avait été couverte par des équipes de recherche aérienne, mais pas par aucune des équipes terrestres. Hamilton nous a dit qu'il n'y avait aucun signe de Jordi lui-même, mais beaucoup de preuves que le camp lui appartenait. À l'intérieur d'une tente grande mais bien cachée, il y avait tous ces mêmes livres pseudo-scientifiques sur les lignes lait et les énergies spirituelles et d'autres choses étranges du genre. En plus de cela, il y avait presque 2000 $ en espèces, un tas de rations militaires, un purificateur d'eau, des livres sur des techniques d'évasion discrètes et des signes qu'il avait été en train de chasser et de collecter de la nourriture. Il vivait complètement hors réseau depuis un certain temps, et parmi les preuves de cela, il y avait des douzaines de pics et de pelles usées. Mon premier instinct a été de voler là-bas immédiatement pour pouvoir aider personnellement aux efforts de recherche, mais à ma grande surprise, Hamilton a émis un avertissement sévère. Jordi avait été en train de creuser un tunnel, un qui semblait descendre profondément dans les entrailles du mont Baldy. Mais après l'avoir exploré brièvement, Hamilton s'était retiré pour 2 raisons. Numéro 1, Jordi avait définitivement appris à creuser sur le tas, ce qui signifiait que son excavation était loin d'être sûre, et numéro 2, après avoir avancé seulement 6 ou 9 mètres dans le tunnel, Hamilton a commencé à se sentir étourdi, et cela expliquait pourquoi Jordi avait investi dans un masque respiratoire. Mais sans renforcer correctement le tunnel, Hamilton a averti que passer trop de temps là-bas risquerait nos vies. Je l'ai écouté haut et clair, mais cela ne m'a pas dissuadé, parce que je sentais que si j'avais fait mon travail de grand frère et l'avais empêché de descendre dans ces terriers de lapins métaphoriques et physiques, il ne serait pas disparu en premier lieu. Ma femme a suggéré que je contacte simplement à nouveau le département du shérif local pour qu'ils puissent organiser un effort de sauvetage de leur côté. Mais je n'étais pas content de simplement m'asseoir sur mon derrière et d'essayer de sauver la vie de mon petit frère en n'utilisant rien d'autre qu'un foutu téléphone. C'est ainsi que j'ai fini par conduire tout le chemin jusqu'en Arizona en ramassant les fournitures dont j'avais besoin pour la tâche qui m'attendait. Carter Hamilton m'a dit qu'il me guiderait jusqu'au camp mais qu'il ne m'accompagnerait pas dans le tunnel. Il savait qu'il ne pouvait pas m'empêcher de descendre là-bas et, par courtoisie, il a dit qu'il resterait à proximité pour s'assurer que je sortais bien, mais la façon dont il voyait les choses, le tunnel était construit trop mal pour même supporter que 2 hommes marchent de haut en bas. C'était un plan dangereux, il n'y avait aucun doute là-dessus, et le jeu intelligent aurait été de dépenser pour des entrepreneurs privés ou d'attendre que la police s'organise pour une autre recherche, mais je suppose qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans un état d'esprit très intelligent. Pour moi, nous avions déjà perdu assez de temps, et si Jordi était en bas dans ce trou, j'allais le sortir de là, même si je devais le traîner. C'était le matin du 2 août 1989 lorsque M. Hamilton m'a emmené dans les contreforts du mont Baldy, où se trouvait le dernier refuge de Jordi. C'était aussi négligé et délabré qu'il l'avait décrit. Chaque partie de la résidence de quelqu'un qui avait complètement perdu la tête. Hamilton a décrit comment il avait été en train de vivre hors réseau, pour ainsi dire. Mais je ne l'ai vraiment cru qu'une fois que je l'ai vu de mes propres yeux. Le camp était une chose, mais le tunnel était complètement différent. Je m'imaginais quelque chose d'au moins 1,5 mètre ou 2 mètres de large, avec quelque chose qui ressemblait à un espace pour se tenir debout. La réalité était très différente. Le tunnel de Jordi était à peine assez large pour qu'un adulte puisse y marcher et, s'il le faisait, il le faisait accroupi. Il était très clair que la vitesse et non la précision avaient été l'ordre du jour, avec Hamilton affirmant que s'il avait creusé plus bas dans la vallée, il aurait été enterré vivant avant d'avancer de 3 mètres. L'idée de descendre là-bas était angoissante, mais pas aussi angoissante que l'idée de mon petit frère travaillant jour et nuit dans la poussière et l'obscurité sans que je sois là pour l'arrêter. Une fois que le masque respiratoire a été fermement fixé à mon visage, Hamilton a déroulé une longue longueur de corde d'escalade résistante et m'a dit de me l'enrouler autour de la taille. Quand je lui ai demandé pourquoi, alors que nous avions une paire de radios à ondes courtes, il m'a dit qu'ils appelaient ça le talkie-walkie du comté de Weakley en raison de toutes les grottes profondes dans cette partie du Tennessee. Après une certaine profondeur, les radios seraient inutiles, et si quelque chose se passait là-bas, Hamilton devait le savoir. Alors après m'être enroulé la corde autour de moi, je suis descendu par l'échelle grossière de planches que Jordi avait clouée dans la roche, et je me suis enfoncé dans l'obscurité. Bien sûr, le tunnel n'est pas resté sombre très longtemps. Ma lampe de poche s'en est occupée, mais une fois allumée, j'ai réalisé l'étendue du travail de mon frère.
Le tunnel s'étendait profondément dans la terre, presque comme une sorte d'escalier large, de sorte que de n'importe quel endroit on ne pouvait vraiment pas dire à quelle profondeur il allait. J'ai dû marcher pendant de bonnes minutes, m'enfonçant de plus en plus dans la montagne avant que mes yeux ne commencent à brûler. Ce n'était pas une sensation insupportable, un peu comme couper des oignons, mais cela rendait l'avancement beaucoup plus difficile. Alors que je continuais à marcher, essuyant les larmes brûlantes de mes yeux avec la manche de ma veste, il est arrivé un moment où les tunnels semblaient s'ouvrir dans une sorte de vaste caverne noire comme du goudron. Quand je dis vaste, je le pense vraiment. Il devait y avoir au moins 90 ou 100 mètres d'obscurité de chaque côté de moi, engloutissant le faisceau de ma lampe de poche avant qu'il puisse atteindre n'importe quelle sorte de surface. Je me souviens avoir pensé que Jordi, c'est sûr comme l'enfer, n'avait pas creusé cet endroit, et après avoir marché quelques mètres de plus, j'ai vu comment le sol rocheux de la caverne disparaissait dans un précipice abrupt qui avait soudainement du sens lorsque mes pas semblaient résonner autant. La caverne était encore plus grande que ceux que j'avais imaginés initialement. Prudemment, je me suis approché du bord du précipice, l'illuminant avec ma lampe de poche pour essayer de mesurer à quelle profondeur il allait. Encore une fois, ma lampe de poche, bien que puissante, n'était pas suffisante pour pénétrer l'obscurité de cette profondeur. J'ai essayé de crier « Écho » pour avoir une idée de la profondeur et de la largeur du précipice, mais mon respirateur rendait presque impossible de faire assez de bruit pour vraiment le mesurer, et à peu près à ce moment-là, j'ai passé le faisceau de ma lampe de poche par-dessus le bord du falaise, et j'ai remarqué quelque chose qui dépassait de la roche. C'était une sorte d'équipement d'escalade, un clou de service lourd que Jordi avait martelé dans la roche avant d'attacher une section de corde autour de lui. La corde s'étendait ensuite sur le côté de la falaise, et bien que la perspective me terrifiait, il était clair que la recherche de Jordi pour quoi que ce soit l'avait conduit Dieu sait combien de temps vers le bas dans l'obscurité de la caverne ci-dessous, et c'est alors que j'ai eu une idée. Je suis retourné dans l'étroit tunnel, et j'ai ramassé une paire de pierres de la taille d'un poing. L'approche minimaliste de Jordi en matière de nettoyage signifiait qu'il y en avait beaucoup. Alors avec une dans chaque main, je suis retourné au bord de la falaise, et j'ai lancé l'une des pierres dans l'abîme. J'espérais peut-être quelques secondes de silence avant l'impact. C'était clairement un long chemin vers le bas, mais il devait y avoir un sol de caverne là-bas quelque part, non? Mais quelques secondes se sont prolongées et prolongées jusqu'à ce que je réalise soudainement que je n'allais entendre aucun type d'impact du tout. J'ai été frappé par une soudaine sensation de vertige, en réalisant que la caverne s'étendait plus profondément que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai couru vers l'endroit où était amarrée la corde. Je l'ai soulevée pour voir jusqu'où mon frère était descendu avant de remonter ou de trouver son chemin vers une sorte de rebord ou de bouche de tunnel. Il devait y avoir facilement 30 mètres de corde là et aucun signe de rupture ou de rupture. Donc si Jordi était tombé, ce n'était pas le résultat d'un accident. Vivant ou mort, il était là-bas. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Je me souviens être rentré en courant à la surface pour dire à Hamilton ce que j'avais trouvé. La nouvelle l'a surpris car il n'était pas conscient qu'il existait un système de grottes souterraines dans la région. La découverte de nouveaux réseaux de grottes souterraines n'est pas complètement inhabituelle, mais la question était de savoir comment Jordi avait découvert où il était. Je lui ai parlé de toutes les choses dont il avait parlé en CE qui concernent les Lingley et les énergies, et ces choses, pensant qu'il pourrait reconnaître l'importance de cela. Mais il ne l'a pas fait, cela l'a juste plus confus. En fait, je pense que la seule chose dont Hamilton était sûr était que la recherche de Jordi venait de se compliquer beaucoup plus. Il semblait penser que les équipes étatiques de recherche et de sauvetage seraient réticentes à agir sur la base de notre nouvelle information, et lorsque je leur ai parlé, j'ai découvert pourquoi. Pour être franc, le rapport risque-récompense était biaisé en faveur du risque. Étant donné le temps écoulé, il y avait de bonnes chances que Jordi ne soit plus parmi nous. Dans quel cas, et compte tenu que son excavation avait été amateur dans le meilleur des cas, tenter de récupérer son corps représenterait un risque inutile pour les travailleurs de sauvetage. C'était une pilule amère à avaler, mais c'était la vérité. Jordi avait pris sa décision et franchement, c'est quelque chose de miraculeux qu'il ait réussi à creuser aussi profondément qu'il l'a fait sans être enterré vivant. Cependant, il y a encore une partie de moi qui ne sent tout simplement pas qu'il est parti. Et appelez-moi fou, mais je pense que je le sentirai. Mais au lieu de ce sentiment de perte, de deuil parce que mon petit frère est parti,
Tout ce que je ressens est de l'urgence, de la frustration et de la culpabilité. Jordi est toujours là-bas dans cette caverne et par Dieu, je crois que par un miracle, il est encore en vie. Si je n'étais pas aussi vieux que je le suis, je serais là-bas à nouveau, descendant dans cet abîme à la recherche de mon frère. Mais puisque faire cela serait aussi bon que de me tirer dessus, j'ai pensé que je ferais la chose suivante de mieux et essayerais de passer l'affaire à un autre. Voyez, je ne demande pas à vous ni à vos spectateurs de vous mettre en danger ou quoi que ce soit de ce genre. Je promets que la dernière chose que je veux, c'est que plus de gens soient blessés. Je ne suis pas non plus convaincu que quelqu'un puisse ramener Jordi à la maison, du moins pas entier. Tout. Ce que je veux vraiment savoir, c'est ce qu'il y a dans cette caverne, et pourquoi Jordi est devenu à moitié fou en essayant de le trouver. C'est un mystère qui me hante depuis plus de 30 ans, et avant de mourir, j'aimerais le voir résolu. Je ne veux simplement pas que le frère, le fils ou le père de quelqu'un d'autre descende là-bas pour ne jamais revoir la lumière du jour. L'une des choses les plus étranges et les plus effrayantes qui me soit arrivée, c'est de recevoir un héritage quand j'ai eu 15 ans. J'avais un grand-oncle qui vivait en Alaska, nous l'appelions Oncle Alberto. C'était bien avant FaceTime, Zoom, ou même les appels fiables par téléphone portable. Donc je pense que je n'ai rencontré ou parlé à l'oncle Alberto qu'une seule fois avant qu'il ne décède. Lui et ma mère ne s'entendèrent pas très bien, elle le traitait de fou, disait qu'il n'aimait pas beaucoup les gens et qu'il vivait hors réseau quelque part dans la forêt. À l'époque, je ne savais pas ce que cela signifiait, je pensais que cela pourrait être une métaphore de football, ou quelque chose comme ça. Mais comme je l'ai appris par la suite, cela signifiait que l'oncle Alberto était vraiment fou. Après son décès, j'ai reçu un paquet par la poste. Il venait de l'avocat de l'oncle Alberto, ou de celui qui était en charge de son état, et à l'intérieur il y avait une grande boîte qui semblait être une boîte à cigares. Je l'ai sortie, l'ai ouverte, et j'ai trouvé qu'elle était remplie de toutes sortes de petits bibelots et babioles. Il y avait une petite note expliquant que l'oncle Alberto voulait que je l'aie, et qu'il y avait quelque chose de très important à l'intérieur qu'il voulait aussi que j'aie. Mais c'est tout ce qu'elle disait. Elle ne précisait pas quel était l'objet en particulier, et il y avait au moins 2 douzaines de choses différentes. Je me souviens avoir sorti chaque chose soigneusement de la boîte, une par une, les examinant attentivement pour essayer de découvrir si c'était l'article spécial. Je me souviens qu'il y avait une petite figurine de singe, une vieille médaille de guerre, une monnaie étrangère que je n'ai pas reconnue, et un tas d'autres choses qui honnêtement semblaient être de vieux déchets. Mais alors, quand j'avais presque vidé la boîte, j'ai vu ce « E » qui semblait être une autre petite note cachée juste au fond de la boîte. Pensant que cela pourrait être un indice ou quelque chose, j'ai sorti le petit pli de papier seulement pour découvrir qu'il s'agissait d'une enveloppe origami. Je l'ai dépliée aussi soigneusement que possible, et je me souviens avoir reculé un peu quand une pile de cheveux est tombée. Ils étaient tous noirs comme du jais, lisses comme les cheveux d'un cheval, et à l'intérieur du papier, il y avait en effet quelques lignes écrites. Je ne me souviens pas exactement de ce que l'oncle Alberto avait écrit mot pour mot, mais je sais que je n'oublierai jamais l'essence, pas tant que je serai aussi froid qu'un cadavre dans la tombe. Il disait « Neveu, ces cheveux appartiennent à un homme que j'ai tué. Ne les montre pas à ta mère ou à ton père, ils te les prendront. Il est important que tu les gardes toujours avec toi, car si tu meurs en les ayant sur toi, l'homme que j'ai tué sera ton esclave dans l'autre monde. Nous nous verrons bientôt. » Honnêtement, c'était la partie du « nous nous verrons bientôt » qui m'a vraiment effrayé à ce moment-là. Était-il vraiment mort, ou l'oncle Alberto allait-il commencer à nous tourmenter? Je ne pensais pas qu'il était sérieux à propos du fait d'avoir tué quelqu'un. Je veux dire, comme je le voyais, s'il avait tué un homme, il serait en prison, n'est-ce pas? La première partie ne m'a pas autant effrayé que la dernière ligne, mais Jésus-Christ. Ça a vraiment effrayé ma mère, qui a emmené la boîte et les cheveux directement à la police, et a interdit que le nom de l'oncle Alberto soit à nouveau mentionné dans sa maison. Je n'ai aucune idée si c'était une plaisanterie élaborée depuis l'au-delà, ou si mon oncle Alberto était vraiment un psychopathe dérangé. J'espère juste que si c'est ce dernier, ce n'est pas héréditaire.